Alors, bonjour à tous, donc bonjour à tous ceux qui sont connectés. On va commencer dans 2 minutes cette webconférence. N'hésitez pas à nous laisser un petit message dans le chat pour vérifier que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Tout fonctionne, ok. Super. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, il y a un petit délai entre le moment où vous nous écrivez dans le chat et le moment où nous recevons les réponses. Donc, c'est normal qu'on mette un peu de temps à interagir. Ok, la réception est parfaite, tout fonctionne bien, c'est super. Alors ça y est, il est 11 h. On va pouvoir démarrer cette webconférence. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vois que ça continue à monter petit à petit. Donc bienvenue à cette 41e webconférence de la PCC. Ça commence à en faire. Sur le titre, donc sur le thème décarboner le secteur de la santé. Donc, je suis Suzy Cantraine, chargée de communication à la PCC. Et j'ai aujourd'hui avec moi, donc tout en haut, la caméra du haut, c'est Monsieur Bruno Pourré, qui est gérant des ambulances DTSU, donc Développement du transport sanitaire et de l'urgence en Seine-Saint-Denis. Et donc, en dessous de Monsieur Pourré, nous avons Monsieur Olivier Thomas, qui est gérant de l'agence Primum Non Nocere, qui va vous faire cette présentation aujourd'hui. Alors, quelques éléments de planning. Donc, je vais vous faire une très courte introduction sur la PCC, puis je passerai la main à Monsieur Olivier Thomas et Monsieur Bruno Pourré pour leur présentation et pour le retour d'expérience de DTSU. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses d'environ 15-20 minutes, où nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions, et enfin, une petite conclusion. Alors, donc, quelques éléments à savoir. Donc, qu'est-ce que la PCC? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, la PCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. C'est une association, en fait, qui rassemble des bureaux d'études et des entreprises qui accompagnent et conseillent au quotidien les entreprises et les collectivités sur tous les sujets qui vont être liés à la transition énergétique, au changement climatique et à la mobilité durable. Et donc, dans le cadre de nos missions, on réalise, on informe, on diffuse les bonnes pratiques et on donne des clés aux entreprises et aux collectivités sur ces sujets-là. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on réalise cette webconférence aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Donc là, vous avez déjà commencé à écrire. On y répondra, à la fin de la webconférence, pardon. Et si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes les questions d'ici la fin de la webconférence, les questions qui n'auront pas eu de réponse seront répondues a posteriori par écrit. Donc n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions et on récupérera tout. Vous recevrez ensuite les slides et le replay par mail et ils seront également disponibles sur le site web de la PCC quasiment immédiatement après la webconférence. Je vais passer la main donc à Monsieur Olivier Thomas pour sa présentation. Donc on va passer en partage d'écran. Donc voilà, je vais se laisser 1 ou 2 minutes pour la petite manip. Alors, hop. Accepter. Voilà. Je laisse la main. À tout à l'heure. Parfait, merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien, Suzy? Oui. Parfait. Oui, on vous entend bien. Parfait, bonjour à tous. Tout d'abord, un grand bravo à la PCC et surtout à vous, Suzy, de votre adaptation à nos différentes organisations en ligne, parce que c'est pas un exercice simple, donc bravo, ce que vous faites est vraiment très très bien fait.
Je vais avoir le plaisir de vous expliquer tout ce qui touche l'aspect carbone de l'hôpital. Donc, en ce qui me concerne, j'ai dirigé les établissements de santé pendant 20 ans et je me passionne pour le sujet depuis cette période. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui les grands enjeux relatifs à la décarbonisation du secteur de la santé. Quelques chiffres tout d'abord. On a fait un observatoire dont je vais vous extraire quelques données, vous les aurez. Ça, c'est important, on le sait, c'est l'association Healthcare Without Harm qui a sorti cette étude. Le secteur de la santé est responsable de 4,4% des émissions nettes mondiales. C'est intéressant ce chiffre parce que, en fait, c'est plus que l'aviation civile. J'aime bien le rappeler en début d'intervention. Le secteur de la santé européen est le 3e émetteur au monde. Il représente 12% de l'empreinte totale du secteur de la santé, juste derrière les États-Unis et la Chine. Mais le secteur de la santé, c'est aussi de très nombreuses dépenses. On achète pour 17 milliards d'euros par an de matériel, de marchandises. On génère plus de 780 000 tonnes de déchets par an. 100 millions, ce sont les mètres carrés pour le secteur sanitaire. Et les chiffres de consommation énergétique, c'est un secteur qui est totalement énergivore et j'ai envie de dire hydrovore, avec plus de 470 kWh par mètre carré par an et un ratio de 500 litres d'eau par journée d'hospitalisation dans le monde sanitaire. Ce sont également 18 millions de patients qui sont hospitalisés chaque année. Quelques données de notre observatoire. Ça, c'est intéressant. Ce sont des ratios de kilos de CO2 par journée d'hospitalisation. On a fait un ratio. Donc, on voit entre les différentes familles, le secteur de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique, les hôpitaux et les CHU, les services de rééducation fonctionnelle, le secteur de la retraite et le secteur de la psychiatrie. Alors, on voit bien que c'est très différent d'un secteur à l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de manière globale dans ce secteur et qu'il faut être capable de faire des déclinaisons sectorielles avec des bornes hautes et des bornes basses, des moyennes qui ne veulent pas dire grand-chose en fait, puisque quand on voit les bornes hautes et bornes basses de ces secteurs-là, on voit qu'il y a des différences très importantes. C'est exactement la même chose avec le ratio de kilowattheures par mètre carré par an. Voici ce que ça donne en fonction des différents secteurs. Et on voit bien que la différence entre un EHPAD et un établissement de santé qui pratique notamment de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique et aussi de la dialyse extrêmement consommatrice en eau. Alors justement, sur l'eau, ça ne fait pas partie de la décarbonation, mais nous, on considère que oui, puisqu'on a rajouté des facteurs d'émission dans les bilans carbone qu'on fait dans le secteur, puisque la consommation d'eau dans les établissements de santé est très, très importante, on le voit. Là, on a sorti des ratios par journée d'hospitalisation, vous le voyez. Si on prend un établissement traditionnel en médecine, en chirurgie et en obstétrique, on est à plus de 445 litres d'eau par journée d'hospitalisation. On voit que les EHPAD sont un petit peu moins consommateurs en eau, mais on voit bien que c'est une énergie qui est extrêmement consommée dans le secteur. Alors, on a fait quelques projections. On a analysé les données de 200 établissements de santé dans le pays et on a fait des projections si on les appliquait à plus de 1200 pour voir ce que ça pourrait économiser. Donc, en clair, sur cette projection, on voit les mégawattheures qui sont consommés par les établissements de santé, mais le plus intéressant, vous allez le voir, c'est sur les surcoûts et les surconsommations. On a fait la même chose avec l'eau. Ça, c'est l'évaluation de la consommation d'eau sur à peu près 1200 établissements. 20% quasiment, c'est la surconsommation en eau due souvent à des fuites ou à des problèmes de gestion. Très intéressant, ça, le nombre de piscines olympiques qu'on a chiffré, qui représente la surconsommation des établissements de santé et le coût pour ces établissements-là, plus de 8 millions d'euros par an, c'est la surconsommation générée sur l'absence ou le manque de gestion de l'eau. Sur les déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc ça c'est le déchet type spécifique des établissements sanitaires et médico-sociaux, on voit une évaluation à plus de 30 millions d'euros intégrant le transport et le traitement de ces déchets. Alors là, c'est en train d'exploser avec la problématique des masques jetables à usage unique qui sont une véritable erreur stratégique dans le pays. On a évalué à près de 17% la surconsommation, la surproduction de dasserie à l'échelle du pays, soit à peu près plus de 5 millions d'euros de dépenses qui pourraient être évitables. On a fait la même chose sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on a évalué la surconsommation énergétique. Et si je vais droit à l'évaluation, on est à plus de 54 millions d'euros ici par an, pardon pour la souris, qui pourraient être facilement diminuées si on mettait en place une vraie stratégie de transition écologique pour l'hôpital, ce qui n'est pas le cas parce que l'État n'a pas intégré cela dans sa politique tarifaire. Nous pourrons y revenir dans les questions.
Alors, je vais rentrer maintenant dans les détails de tout ce qui compose ces facteurs d'émission à l'hôpital. Bien évidemment, la logique de l'éco-conception des bâtiments. Là, c'est un hôpital totalement éco-conçu à côté de Barcelone qui a une particularité, c'est que l'éclairage de jour est totalement éteint. Même dans les couloirs d'hospitalisation, ils ont réussi à être à zéro consommation d'éclairage de jour et ils sont à 100% de géothermie. Donc, c'est un des établissements les plus performants en Europe. L'éco-conception des soins est également une grande nouveauté. Nous travaillons sur ces sujets-là depuis 2 ou 3 ans pour prendre en considération la réduction des impacts générés par la production de soins et les déchets qui sont générés. Autre sujet très important dans le secteur, la consommation d'énergie directe, l'autoconsommation, les énergies renouvelables. Premier hôpital est en autoconsommation énergétique depuis quelques mois, c'est l'hôpital de Carcassonne qui a réussi par des tiers financements et grâce à des ombrières et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, à être en autoconsommation depuis quelques semaines maintenant. La qualité de l'air intérieur, ça fait partie des vrais sujets dans notre domaine, puisque on peut considérer que les bâtiments de santé sont sous-ventilés, mais ça pose des quantités de problématiques, puisque aujourd'hui on évalue à près de 17 milliards d'euros par an. 17 milliards d'euros par an le surcoût pour l'assurance maladie lié à la mauvaise qualité de l'air intérieur dans notre pays. Et nous partons du principe que si le secteur de la santé n'est pas efficace sur le sujet, personne ne pourra l'être. Là, ce sont des photos auxquelles nous nous sommes habitués, avec des bondes d'aération qui sont scotchées, avec des bondes d'aération qui ne sont pas entretenues. Il y a des gros problèmes d'entretien dans tous les bâtiments recevant du public, mais notamment dans l'hospitalier. Et ça représente une surconsommation très, très importante. Il suffirait de planifier l'entretien de ces gaines pour réduire de manière assez considérable la consommation énergétique et donc l'impact carbone. Très beau chapitre à l'hôpital, la restauration éthique et durable, avec un gaspillage alimentaire dans le monde de la restauration et même chez les Français, et notamment à l'hôpital, qui représente des chiffres très importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous avons le problème du gaspillage alimentaire à résoudre, mais également la réalisation de menus bas carbone dans les établissements de santé. Alors ça se fait de plus en plus, notamment à l'initiative de la clinique Pasteur à Toulouse, qui a inventé une gamme de menus qui s'appelle les menus 2 fois bons, qui permettent de réduire de 25 à 30% l'impact carbone de la restauration collective. Donc, très, très gros enjeu, tant au niveau de la provenance des matières, l'économie circulaire, les produits locaux, qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre liées au gaspillage. Donc, ce gaspillage alimentaire que nous mesurons, ce gaspillage alimentaire, on a fait une étude avec l'ADEME d'Occitanie, on a même filmé des poubelles pour faire prendre conscience aux collaborateurs de ce gâchis. Et on a fait une étude très intéressante qui date déjà de 2015, mais avec le chiffre que vous voyez au centre, qui est une moyenne avec 200 grammes d'aliments jetés par repas à l'échelle d'une région. On est à 210 grammes pour les écoles. Donc, on voit bien que ce gaspillage alimentaire, pour lesquels on doit analyser les causes, bien sûr, il y en a plusieurs, est un des facteurs très importants d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur. Très gros chapitre également dans le secteur de la santé, comme dans d'autres, mais c'est la problématique de la politique d'achat responsable avec des quantités de produits achetés, souvent en provenance d'Inde ou d'Asie, avec des problématiques liées, souvent, vous allez le voir dans quelques photos, aux emballages. On commence par la problématique de l'usage unique dans la restauration collective. Je vous rappelle que les restaurants hospitaliers sont le premier restaurant de France. Nous servons plusieurs milliards de repas par an. Jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an. La loi Egalim est là pour résoudre le problème du plastique à usage unique, mais c'est aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui des fléaux du secteur avec une surconsommation de ces matières qui sont très consommatrices de produits dérivés de pétrole. Cette photo-là est une caricature, je peux vous en sortir des centaines. Ça, ce sont les problèmes des livraisons des médicaments. Problème de livraison des médicaments, en fait, on s'aperçoit que nos camions de livraison en France transportent de l'air. Des photos comme ça, on en reçoit tous les jours de la part de nos pharmacies d'officine et pharmacies hospitalières. Donc la problématique de la politique d'achat, du transport est très très forte dans ce secteur. Politique d'achat aussi avec la problématique des gaz hilarants. Là, vous connaissez ce produit, mais surtout tous les gaz d'anesthésie utilisés dans nos blocs opératoires, qui sont des gaz à effet de serre pur. Et aujourd'hui, le monde de l'anesthésie s'est mobilisé très fortement pour réduire l'impact carbone de ces gaz, puisqu'il y a des gaz qui sont moins émissifs.
Donc, politique d'achat, c'est vraiment un grand défi. Politique d'achat qui génère souvent des gaspillages. On parle du gaspillage alimentaire, mais on peut aussi également parler du gaspillage médicamenteux, puisqu'en France, on a une consommation de médicaments qui a été évaluée à près de 7 milliards d'euros par an de médicaments inutilisés par les particuliers, soit à peu près 14% des médicaments. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on n'a pas d'argent dans le monde de la santé, en fait, il y en a beaucoup, sauf qu'il n'est pas forcément parfaitement géré. J'en profite pour signifier également qu'il n'existe pas de filière de médicaments périmés pour les établissements de santé dans le pays, puisque l'association Cyclamed n'a pas daigné élargir son objet à ces filières-là. Ce qui veut dire que ces médicaments partent dans des filières de destruction par incinération, par les filières d'Asri, ce qui n'a pas de sens. On a également fait une étude pour le syndicat du médicament pour leur montrer, par rapport aux photos que je vous ai montrées tout à l'heure de ces cartons vides, on a estimé l'impact carbone. Je vais vous dire comment on l'a fait. On a tout simplement pris, et c'est très sous-estimé, un seul carton, tel que je vous l'ai pris en photo tout à l'heure, par établissement de santé et par jour. Alors, c'est vraiment très sous-estimé parce que certains des établissements nous envoient de manière totalement désemparée, des fois 10 à 15 photos par jour de ce niveau-là. Et là, les industriels du médicament n'ont pas fait l'effort, n'ont pas fait leur transition en termes de réduction des emballages. Donc, vous voyez l'impact d'une part des transports de ce qui est vide, et l'autre part, l'impact lié à la consommation de ressources, notamment de carton, qui est très, très importante dans le secteur. Donc là, nous avons des efforts à faire de manière structurée en s'associant avec les industriels du médicament. Sans cela, ça sera quasiment impossible. Beaucoup de déchets dans le secteur, vous l'avez vu. Nous avons identifié très précisément 65 filières différentes. Le secteur en traite en moyenne 12 et arrive à en tracer que 3. Là, je vous ai fait quelques photos de produits que nous pourrions revaloriser. Ça n'est pas le cas. Le verre médicamenteux, il n'existe pas de filière dans le pays. On est en train d'essayer de mettre en place des filières expérimentales, mais c'est très difficile de trouver des verriers en capacité de s'engager dans cette dynamique. Là, c'est une photo également, une caricature. Ce sont des biberons jetables à usage unique que nous cherchons à faire supprimer, qui n'ont aucun sens, sachant qu'en plus, ces contenants contiennent des perturbateurs endocriniens qui migrent et qui relarguent dans ce lait infantile. Donc, ce sont des biberons jetables que l'on pourrait tout à fait supprimer. Et ces biberons jetables, aujourd'hui, sont imposés par l'industrie du lait, car avant, il y a 5 ans à peu près, ils étaient tous en verre et revalorisés, alors qu'aujourd'hui, ils sont tous jetés. Nous avons également des problématiques de filière avec du métal à usage unique. Ça, vous voyez, ce sont des ciseaux de cordon ombilicaux. Une maternité peut en générer près de 200 kilos par an. Alors, ça n'a pas de sens, puisque ces outils sont fabriqués en général en Asie, ils servent une fois, et ils sont jetés. On n'a pas été capable en France de mettre en place le reprocessing. Donc là également, il y a des filières à inventer, des emplois locaux non délocalisables et des économies de gaz à effet de serre qui pourraient être vraiment impulsées dans le pays. Autre chapitre qui va se développer très fortement, la télémédecine, la e-santé, la cybersécurité. Aujourd'hui, l'hôpital va de plus en plus développer l'aspect numérique en santé, mais ça a un impact carbone, vous le savez, très très élevé. Avec des enjeux qui ne sont pas anodins en matière de cybersécurité. On vient d'apprendre qu'il y avait des établissements qui avaient été attaqués très récemment, même une patiente qui est décédée en Allemagne tout récemment à cause d'une attaque sur des logiciels de traitement de soins. La problématique du fret, cette photo est une caricature parce que là, le camion était moteur allumé devant l'entrée d'une maternité, alors avec des allégations que vous voyez, engagement avec moins de CO2, moins de bruit, etc. Le fret dans le secteur de la santé est très, très important, que ce soit pour du fret en provenance, encore une fois, d'Asie, d'Inde ou de toute l'Europe. Et là, nous avons également de gros efforts à faire. La mobilité douce, les plans de déplacement entreprise, c'est très compliqué dans le secteur. Ça fait partie des sujets qui, à mon sens, sont les plus complexes, puisque les horaires décalés de ce secteur de la santé ne permettent pas forcément toujours de mettre en place des solutions pratiques comme le covoiturage. Dans les grandes villes, bien évidemment, les transports en commun sont très structurés, mais dans les villes de taille plus modeste, c'est souvent très compliqué. Le secteur n'a pas encore pris la dimension de ce sujet-là, qui est très, très compliqué à mettre en œuvre dans le secteur. Enfin, avant de passer la parole à notre invité, M. Pourret, que je vais mettre très à l'aise en disant que M. Bruno Pourret est quelqu'un d'exceptionnel. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Il dirige une société d'ambulance. Ils ont réussi grâce à la collaboration avec un établissement qui est également engagé dans la démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, à réduire de manière très, très forte les émissions de gaz à effet de serre. Donc, Monsieur Pourret, si vous le voulez bien,
on va passer à votre présentation, qui est un très bel exemple d'enjeu pour montrer qu'à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un établissement, on peut atteindre les objectifs du Grenelle, alors que la France n'a pas commencé à travailler sur ces sujets-là. Donc, un grand bravo à vous. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais bravo parce que votre engagement a été sans faille depuis toutes ces années. Je vous en prie, vous pouvez prendre la main. Suzy va vous donner le micro. Alors, bonjour à tous. Nous avons pu nous engager dans le transport partagé depuis maintenant plusieurs années, en collaboration avec, dans un premier temps, l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles et avec Monsieur Thomas. Donc, le but est de limiter les rejets de CO2. Nous avons eu aussi à cœur de modifier nos habitudes d'achat des véhicules en étant vigilants sur les rejets de CO2 et également sur les rejets de particules fines. Et tout récemment, nous sommes, comment dirais-je, lancés dans la création d'un nouveau mode de transport sanitaire, de véhicules sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. Alors, le transport simultané, donc en VSL, au tout début de notre engagement, en 2011, nous avions un peu moins de 9% de transport simultané. Et à ce jour, en 2019, nous arrivons à quasiment 62% des transports simultanés. Donc, alors ça a plusieurs avantages, hein, le transport simultané. Ça crée du lien, chose hyper importante entre les patients. Même si nous sommes en région parisienne, le patient se retrouve bien souvent seul et c'est souvent en plus des personnes âgées. Donc on crée du lien. On limite également donc le nombre de véhicules roulants. Et on permet de ce fait-là aussi au personnel de pouvoir avoir leur pause repas et leur pause obligatoire. Chose non négligeable aussi, nous faisons également faire des économies à la sécurité sociale parce que depuis notre engagement, la sécurité sociale a fait une économie d'à peu près 1 demi-million d'euros avec le transport simultané que l'on fait. Alors, il y a un autre phénomène aussi qui rentre en ligne de compte. Depuis 2015, nous avons aussi la sécurité sociale qui fait le forcing pour la médecine de proximité, pour limiter donc les transports que nous faisions habituellement, notamment de la région parisienne sur Paris, quasiment du systématique. Et maintenant c'est bien pris en compte par le corps médical. Donc, nous sommes passés de 2015 à 200 000 kilomètres pour notre activité, à 119 000 en 2019. Au niveau des émissions des moteurs ambulants, c'est ce que je vous disais en préambule, hein, on a fait énormément attention à nos différents achats. En 2011, pour exemple, nos véhicules rejetaient 232 grammes de CO2 et en 2020, on est à 178 grammes. Pour les VSL aussi, nous avons bien évolué, hein, puisque nous étions à 107 grammes en 2011 et nous sommes passés à 87 grammes en 2020. Alors, on diminue de plus en plus parce que nous en sommes au deuxième véhicule électrique que l'on met et nous avons l'intention de passer à 4 véhicules électriques dans les mois qui viennent. Alors, nous sommes partis aussi d'un constat très simple il y a un petit peu plus de 6 mois. Nous nous sommes rendus compte que notre personnel administratif était localisé dans un rayon de 5 km en Val d'Oise. Nous, notre siège était dans le 93, donc on leur obligeait à faire entre 45 minutes et 1h15 pour les journées les pires sur le point de vue de la circulation pour se rendre à leur travail. Donc, fort de ça, nous avons pris la décision de changer le siège de notre société et de nous rapprocher de nos employés et non l'inverse. Donc, nous avons déménagé il y a maintenant 3 mois et
cette petite chose va nous permettre de faire une économie de quasiment 900 km de rejet de CO2, puisque l'intégralité de notre personnel est dans un rayon de 5 à 7 km au maximum autour de notre nouveau siège. Alors, pour aller plus loin dans la réduction des rejets de CO2, nous avons décidé dès début 2021 de mettre à disposition du personnel administratif des vélos électriques de manière à ce qu'ils puissent venir faire leur aller-retour matin et soir, donc avec ces véhicules électriques, avec ces vélos électriques. Bien entendu, c'est notre structure qui prend complètement en charge l'achat et l'entretien de ces vélos et notamment les bornes pour les recharges. Donc, depuis 2015, nous avons vu que nous avons terriblement baissé dans les rejets de CO2 puisque nous étions à 25 000 tonnes de rejets de CO2 et en 2019, nous avons rejeté juste 15 000 tonnes de CO2. Alors, nous avons mis en place quelques gestes simples pour limiter ces rejets. C'est donc la formation du personnel à l'éco-conduite. Tous nos collaborateurs passent à cette formation. On évite aussi de chauffer les véhicules le matin puisque les nouvelles motorisations ne nécessitent plus de mettre le véhicule 5 à 10 minutes, on chauffe le matin. On fait la chasse aux véhicules tournant à l'arrêt. Nous avons un logiciel de géolocalisation qui nous permet de voir quand les véhicules sont en arrêt quelque part et avec les moteurs tournants, soit pour avoir du chauffage, soit pour avoir de la clim. Mais ça n'est absolument pas justifié. Donc, chaque fin de mois, on fait un bilan et on reçoit les équipages qui ne rentrent pas dans cette optique-là. Alors, nous nous sommes aussi aperçus qu'au niveau des centres hospitaliers, nous avons aussi des possibilités pour agir parce que nous avons un grand nombre de transports qui sont annulés sur place. Nous avons un grand nombre de transports aussi qui sont reprogrammés sur place du matin à l'après-midi ou à d'autres jours. Et donc pour ce faire, nous mettons en place pas mal de pénalités financières de manière à faire comprendre aux centres hospitaliers que souvent, pour un transport annulé, le véhicule a fait entre 5 et 10 km à vide, aller-retour. Voilà, donc DTSU donc en Ile-de-France, c'est également un processus de normalisation, puisqu'en 2011, nous sommes entrés en ISO 9001 sur la qualité des prestations. En février 2013, nous sommes entrés en OSAS 18001, qui est la future 45001, sur l'hygiène, la santé et la sécurité. En 2014, nous avons été normés ISO 14001 sur l'environnement. Et en 2020, nous sommes entrés dans le processus de labellisation THQSE. Le 18 septembre 2020, nous avons été labellisables donc sur le THQSE. Voilà. Monsieur Pourret, encore bravo, merci. Donc, si on résume le résultat de cette action, 500 000 euros, si je m'ai retenu, d'économie à l'assurance maladie en quelques années et près de 43% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de votre activité. C'est bien ça ? Allô ? Oui. Oui, je vous disais, c'est bien ça. Ah, super, parfait. Parfait. Donc, voici un très, très bel exemple d'action qui a été menée dans le secteur en collaboration entre établissements de santé et prestataires. Nous y reviendrons lors des questions-réponses. Avant justement de passer sur les questions-réponses, je voudrais aborder le sujet qui est très peu abordé en fait, sur les aspects sanitaires du changement climatique, parce qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais on ne parle pas assez, à mon sens, des impacts sur la santé humaine.
On commence à les toucher du doigt dans notre pays. On a par exemple des maladies, des nouvelles maladies liées aux moustiques, très clairement, avec dans le sud de la France de plus en plus de cas de dengue, de chikungunya. Donc le changement climatique est en train de générer des nouvelles dépenses. Alors c'est le cas dans le monde entier. Donc ça, c'est une petite plaquette que j'ai tenu à mettre en conclusion de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui montre très clairement que le changement climatique menace la santé, notamment à cause des maladies à vecteurs, mais bien sûr tout ce qui est sécheresse, inondation, vagues de chaleur à répétition, et avec des problématiques liées également à l'alimentation, à la qualité de l'air intérieur et à l'eau. L'OMS chiffre entre 2030 et 2050 à 250 000 décès annuels par an les impacts sur la santé humaine. Donc vous voyez que changement climatique et santé, ça a un lien vraiment très très fort. Donc en résumé, avant de passer à un jeu de questions-réponses, nous sommes dans un secteur qui, s'il était un pays, serait le 5e émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc nous sommes vraiment très très émissifs. Hélas, on est dans un pays dans lequel la transition énergétique n'a pas été mise en œuvre à l'échelle du secteur de la santé. C'est ainsi, donc ça veut dire que les établissements de santé, les territoires doivent aujourd'hui s'organiser pour réduire leur empreinte. Certains le font, tous ne le font pas. Donc j'imagine que tous les acteurs qui sont connectés aujourd'hui sont des acteurs qui veulent s'engager sur le sujet. Et donc si vous voulez vous engager sur le sujet, il est évident qu'il faudra travailler sur l'ensemble des facteurs d'émission de ce secteur. Et je le résume, notamment en travaillant sur la politique d'achat, notamment en travaillant sur l'économie circulaire et la revalorisation des matières résiduelles, mais aussi en intégrant l'ensemble des problématiques liées au fret, au transport, à la mobilité, et demain en intégrant la e-santé dans ce grand projet. Suzy, je peux vous rendre la main pour participer au débat s'il y a des questions écrites ou orales. Très bien. Alors, on va remettre... Hop. Voilà. On passe aux échanges. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser toutes vos questions dans le chat pour continuer à alimenter. On peut commencer peut-être par revenir sur les chiffres qui avaient été cités au début de la présentation. J'avais une question qui était, est-ce que les chiffres donc, qui étaient sur les différents secteurs émissifs incluaient les DROM, les DROM, COM, DROMCOM, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je dis comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Du tout, je ne sais pas de quoi on parle. Les DROM? Les DROM, oui. Donc la personne s'appelle Sylvie. Sylvie, si vous avez des précisions à ce sujet, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Je pense qu'il y a une erreur sur l'acronyme. Peut-être. C'est écrit DROMCOM, D-R-O-M. Ah, les DOMCOM, d'accord. Les DOMTOM peut-être. Enfin, j'en sais rien. Soit on précise la question, là je ne peux pas vous répondre sur la question. Les chiffres que je vous ai donnés au début, si vous voulez, sont des évaluations. En fait, on est dans un pays qui, hélas, n'a pas créé l'Observatoire des consommations énergétiques hospitalières. Ça fait des années qu'on essaie de le faire et hélas, ça n'est pas fait. Il y a des données très parcellaires. Alors nous avons eu la chance, au travers de nos activités de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, de diagnostic énergétique, d'en faire plus de 200. Nous avons agrégé ces données, nous avons fait des projections et des estimations par rapport aux efforts qu'ont réussi à faire certains établissements. Donc, les chiffres que l'on donne ne sont pas une étude officielle de l'État, puisqu'il n'y en a juste pas. Donc, si la question c'est est-ce que ça intègre des établissements de DOMTOM, dans les chiffres que nous avons des audits énergétiques et bilan carbone que nous avons fait, oui, en effet. D'accord, effectivement, il y a une personne qui a écrit territoire d'outre-mer pour interrogation, donc je pense que ça devait être une question plutôt à ce sujet-là. Alors, j'ai aussi une question que je pense est plutôt pour Monsieur Pourret. Une personne qui demandait si le sujet, je pense que ça doit être le sujet des VSL, mais encore une fois, si c'est pas ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce que ce sujet a été abordé lors du Ségur de la santé? Donc, tout ce qui était transport. Donc, Monsieur Pourret, vous pouvez rallumer votre caméra. Oui. Et puis, Monsieur Pourret ou Monsieur Thomas, bien sûr, peut répondre à cette question. Monsieur Pourret, allez-y, je répondrai après. Donc, comment dirais-je, il est privilégié de plus en plus, donc le transport simultané dans le VSL, bien entendu, pour faire des économies à la sécurité sociale, oui, bien sûr. Alors, pour répondre également, non pas sur le transport, mais sur le Ségur de la santé a fait l'objet d'un communiqué de presse
étonnamment, qui n'a pas repris 7 points prioritaires et majeurs du Ségur. Donc, nous, on en a fait une synthèse. Et en fait, il y a 7 points sur le sujet de la RSE, la responsabilité sociale et sociétale. Rien sur le transport de spécifique. En revanche, des objectifs très précieux en matière d'optimisation des déchets, surtout en matière d'éco-conception et d'éco-construction hospitalière, qui aujourd'hui ne prend pas en considération la transition énergétique. Autre point important du Ségur, l'obligation pour les agences régionales de santé d'intégrer la logique de la santé environnementale et de l'éco-conception des soins. Donc, en effet, le Ségur est un point d'orgue, très certainement pour la suite, de la diminution de l'impact, des impacts globaux générés par ce secteur. Pas uniquement les impacts liés aux émissions de CO2, mais les impacts, les multiples impacts qui peuvent être générés par ce secteur. On l'a vu, hein, en pollution, surconsommation d'eau, etc. Mais rien de ciblé spécifiquement sur les transports. Hélas, parce que l'expérience de M. Pourret est une expérience assez exceptionnelle, hein, qu'on connaît, qu'on suit depuis des années. Hein. Je crois qu'on a commencé, vos premiers chiffres datent d'il y a quasiment 10 ans. Cette expérience-là devrait être dupliquée. C'est ce qui n'existe pas dans le métier, dans le secteur de la santé, c'est qu'on n'arrive pas à mutualiser les bonnes pratiques. Hélas, le ministère de la Santé ne fait pas ce travail-là, alors qu'une action comme celle-là devrait être tout simplement dupliquée à l'échelle de toutes les régions. Quand on entend à cette échelle-là 500 000 euros d'économie pour l'assurance maladie et 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on voit bien que d'une part, c'est possible, très clairement, puisque M. Pourret ou les établissements de santé avec qui il travaille n'ont pas plus de moyens. Au contraire, ils ont réussi à en générer parce qu'ils ont la conviction, ils ont la passion sur ces sujets-là. Donc, il faudrait vraiment arriver à dupliquer ça au niveau national, bien évidemment. Ok. Alors là, c'est pas une des questions, mais c'est des commentaires que je pense important de partager. Des personnes qui disent que c'est fantastique de faire ce mouvement de relocalisation du siège et non l'inverse. Bon, voilà, ça c'était juste un partage. Et sinon, encore une question pour Monsieur Pourret, c'est comment avez-vous lancé le covoiturage des patients? Comment vous avez motivé les acteurs et comment vous l'organisez en pratique? Alors, pour lancer, donc, à ce niveau-là, comment dirais-je, il faut une implication de 4 parties. La direction donc, du centre de soins doit vouloir rentrer dans ce processus. L'équipe médicale et soignante doit faire corps. Bien entendu, le patient et le transporteur sanitaire, puisque nous, ce sont nos régulateurs qui, en géocalisant, comment dirais-je, les patients, déterminent comment dirais-je, les possibilités de prise en charge simultanée. Et bien entendu, avec bien entendu l'aval du médecin qui valide la possibilité d'être transporté à plusieurs. D'accord. Suzy, je vais rebondir sur une des questions que je vois parce qu'elle est majeure et fondamentale. Comment expliquez-vous que certains établissements de santé arrivent à amorcer la transition énergétique, Niort, Carcassonne, Moulins et d'autres pas du tout? Eh bien, hélas, je préférerais vous faire une autre réponse, mais dans notre pays, il n'y a pas de politique pour les établissements de santé sur la transition énergétique et sur la RSE, donc c'est gérant dépendant, c'est-à-dire que certains y arrivent parce qu'à la tête de l'établissement, il y a une équipe de direction, un directeur, une directrice qui a compris les enjeux de la RSE, qui a compris les enjeux de la santé environnementale et qui l'impulse au niveau de leur établissement. Et c'est un véritable combat de tous les jours, puisqu'il n'y a pas de budget ciblé par l'État ou les agences régionales de santé. Donc ça tient vraiment à la volonté souvent d'une équipe dirigeante. Ça ne tient hélas qu'à ça. Il y a un deuxième élément, c'est que certaines ARS, agences régionales de santé, dans notre pays sont plus engagées que d'autres. Je vais citer PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, qui ont pris la mesure véritable de ces grands enjeux de société, de ces grands enjeux environnementaux et de ces grands enjeux sanitaires. Ils ont donc nommé des référents au sein de l'agence régionale de santé, mis en œuvre des budgets et ils se sont associés des expertises comme nous pour accompagner les établissements de santé dans la réduction des différents impacts qu'ils génèrent. Si dans d'autres ARS, il n'y a pas le même engagement, eh bien, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de référent et il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, on manque de pilotage au niveau national sur ce sujet-là. Il n'existe pas de pilote ni au niveau du ministère de la Santé, ni au niveau du ministère de l'Environnement pour arriver à réduire cet impact environnemental. Donc, c'est le fond de notre travail depuis 10 ans, c'est-à-dire la mise en réseau des établissements les plus engagés pour mutualiser les bonnes pratiques et essayer de donner envie d'agir à tous. Très bien.
La question suivante, hein, accompagnez-vous des établissements pour mettre en œuvre des schémas directeurs environnementaux? Oui, bien sûr. Donc, je ne vais pas faire la présentation de tout ce qu'on fait sur l'agence, mais c'est notre métier. En réalité, on accompagne aujourd'hui sur le territoire près de 600 établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, publics et privés, sur des schémas directeurs environnementaux, mais plus largement sur de la RSE et même sur la qualité de vie au travail, qui devient, surtout dans la période actuelle, un enjeu majeur dans les mois à venir. Donc oui, les établissements sont de plus en plus demandeurs. Je pense que devant nous, nous avons deux éléments qui vont être très structurants pour la suite. D'une part, le plan de relance qui va affecter des sommes assez conséquentes à la transition énergétique, mais pas uniquement. Il y a également la Convention citoyenne qui a, on verra si elle sera appliquée, mais qui a mis en place des objectifs très ambitieux sur le sujet. Nous avons bien sûr le Ségur qui aborde 7 chapitres spécifiques, et le grand tournant, à mon avis, viendra de la Haute Autorité de Santé, qui est en train de rendre obligatoire des critères RSE, et notamment sur la consommation énergétique, alors que jusqu'à présent, étonnamment, ils étaient optionnels. C'est-à-dire que pour la Haute Autorité de Santé, la RSE, la transition énergétique et la santé environnementale sont des options. A priori, ça change à partir de 2021, donc on peut imaginer que ce soit très structurant pour l'avenir. Ok. Alors, je reviens un petit peu en arrière par rapport à votre remarque sur le fait que ça vient toujours de la volonté des directeurs de mettre en place ce genre de démarche. Il y a une personne, donc Maëva, qui nous dit « Pourtant, la démarche écologique génère des gains financiers pour une partie des actions. Est-ce que ça ne devrait pas intéresser les directeurs ?» Bien sûr que oui. Là, il faut par contre bien connaître le secteur hospitalier pour pouvoir analyser ce que je vais vous dire. Le secteur de la santé, il a une particularité par rapport à tous les autres secteurs. C'est qu'il n'a pas de budget pluriannuel, et ce n'est pas le secteur de la santé qui fixe ni le volume des actes qu'il peut réaliser, ni son tarif et son prix de journée. En clair, vous prenez une chaîne d'hôtels qui décide aujourd'hui d'investir dans la transition énergétique pour isoler ses bâtiments ou pour changer les modalités de fabrication du chaud et du froid. L'hôtel investit, peut répercuter sur son prix de vente l'investissement ou pas, et bénéficiera, jouira demain des réductions qui auront été générées. Là, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, vous n'avez pas un hôpital de France qui connaît son tarif pour le 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui n'a pas été foutu d'avoir une véritable politique de santé avec une gestion responsable. Aujourd'hui, les établissements ne connaissent pas leurs tarifs pour dans 3 mois. Donc, il est extrêmement difficile d'avoir des projets à 10 ans quand on ne connaît pas son tarif, parce qu'il arrive certaines années que ces tarifs soient même en diminution. Ça a été le cas pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, le problème de fond vient d'une absence de vision de la part de nos leaders politiques pour mettre en place des budgets qui soient pluriannuels. Dès lors que nous aurons des budgets pluriannuels, il sera facile de comprendre que la transition énergétique et la RSE, c'est un investissement qui, en effet, peut être rentable. Sauf que si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui financiers, si vous n'avez pas les lignes budgétaires, vous ne pouvez juste pas faire ces investissements-là. J'ai en tête de très gros CHU français que je ne citerai pas, qui ont des vieux bâtiments. Quand je dis vieux, c'est vraiment des bâtiments classés, de très beaux bâtiments, mais qui nécessitent des investissements très importants dans les années à venir. Si on n'ajoute pas ces financements pour ces établissements, ils ne le feront pas. Donc notre proposition depuis des années, avec tous les différents ministres et présidents qui sont passés, c'est de faire comme l'Angleterre, c'est de créer un fonds pour la rénovation énergétique du secteur hospitalier, un fonds qui serait dédié à la réduction de l'impact avec des objectifs à 10, 20, 30 ans pour atteindre les objectifs de 2050, le facteur 4 avec une réduction de 80%. S'il n'y a pas de financement d'État pour ces établissements qui dépendent de l'État, aussi bien pour le public que pour le privé, eh bien, c'est un secteur qui ne pourra pas atteindre les objectifs du Grenelle. La preuve, on est en 2020, le secteur est très loin d'avoir atteint cette diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre, parce que tout simplement, ça n'est pas financé par l'État qui porte ce sujet. Alors, Maëva précise en dessous, elle parle d'un décret d'application, ELAN, E-L-A-N. Elle pose, voilà, est-ce qu'elle parle de ce sujet-là? Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur ce décret. Ça ne changera absolument rien. Si vous voulez, la difficulté, encore une fois, aujourd'hui, c'est que le secteur a besoin d'investir plusieurs milliards pour économiser plusieurs dizaines de milliards, sauf qu'il n'y a pas d'interlocuteur sur ces sujets-là. Donc la loi Elan, ça n'est pas la loi qui va mettre en place les actions sur le terrain. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un pays avec des lois qui ne sont pas appliquées, pas contrôlées. C'est même terrible, c'est-à-dire que les établissements les plus vertueux qui respectent les lois
sont pas mis en lumière, sont pas félicités, sont pas soutenus, alors que ceux qui ne les respectent pas ne sont pas sanctionnés. Donc, c'est pas la loi qui va changer la donne. Ce qui va changer, c'est la vision, c'est la politique et c'est la mise en œuvre d'un fonds dédié spécifiquement à la transition énergétique du secteur. Et puis, c'est également le fait d'engager les différentes parties prenantes. Je reviens sur l'énergie indirecte, pour ne pas parler que de l'énergie directe. Mais quand on voit le transport des médicaments que je vous ai montré tout à l'heure, c'est absolument hallucinant de voir que dans le pays, on transporte des camions vides, on transporte les cartons vides. Ça veut dire que nous avons des centaines, des milliers de camions qui transportent de l'air sur nos routes et ça pose problème à personne. Ça fait 10 ans qu'on en parle avec le syndicat des médicaments et ça fait 10 ans que ça n'évolue pas. Donc on voit bien que le secteur de la santé a besoin d'un accompagnement spécifique par l'État pour que ces différents facteurs d'émission puissent être véritablement pris en considération. Aujourd'hui, le secteur de la santé, il est totalement abandonné sur ces sujets-là. Quand je vois, qu'il y a un plan de décarbonation de l'industrie, j'ai lu ça récemment, avec des budgets, des financements de l'ADEME, mais il faut créer le plan de décarbonation de l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'y passe, c'est des réunions de travail, des groupes de travail, plein de structures travaillent sur ces sujets-là. On sait, j'ai la prétention de vous dire qu'on sait exactement comment il faut faire pour décarboner l'hôpital. On le sait. Il faut travailler sur toutes les thématiques que je vous ai évoquées en s'appuyant sur les bonnes pratiques et la mutualisation des bonnes pratiques dans tout le pays. On sait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, d'une part, on n'a pas d'interlocuteur ni au niveau du ministère de la Santé, ni au niveau du ministère de l'Environnement. On n'en a aucun. Ça fait 10 ans qu'on n'en a pas. Premier élément. Et deuxième élément, il n'y a pas de fonds et de financement qui soient nationaux. Il y a des régions avec l'ADEME qui, de ci, de là, mettent en place des projets, mais c'est régionalisé et c'est pas national. Et encore une fois, sans aucune mutualisation des bonnes pratiques. Quand je cite l'exemple de l'hôpital de Carcassonne ou de New York qui a fait des choses extraordinaires, mais ces établissements doivent être mis en lumière, doivent être soutenus et on doit pouvoir faire en sorte de mutualiser ces bonnes pratiques. C'est pas fait. L'État ne fait pas son job sur ces sujets-là. Ok. Alors là, c'était juste un commentaire d'Ariel qui nous dit qu'à l'issue du Ségur, donc c'était pour parler du Ségur, la FHF a publié avec l'ANAP 50 propositions pour soutenir la transition écologique des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics. Voilà. C'est un commentaire d'Ariel. Très bon commentaire parce que c'est une très belle avancée, c'est-à-dire que le travail qui a été fait par la FHF est très bien fait. Il faut espérer maintenant qu'il sera suivi de réactions de la part de nos différents dirigeants. Et donc, on a 2 questions donc là qu'on a reçues. Margot qui demande si vous pensez que les officines en ville ont un rôle à jouer dans la transition écologique du monde de la santé. Bien sûr que oui, et j'ai le grand plaisir de pouvoir vous annoncer que ça commence puisque nous avons fait un très gros travail avec plusieurs pharmacies en France et il y a des pharmacies comme Monsieur Pourret qui se sont lancées dans la labellisation à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, ce qui veut dire qu'ils ont un scoring, des objectifs, des résultats, une mutualisation des bonnes pratiques. Donc oui, les officines ont un rôle à jouer. La problématique des cartons que je vous montrais tout à l'heure, les officines ont exactement la même problématique. Tous les jours, elles ont des problèmes avec des livraisons. Elles ont aussi des problèmes avec de la PLV, des outils de promotion sur le lieu de vente qui génèrent des déchets de manière assez colossale. L'avantage des pharmacies, c'est que maintenant, ils se sont regroupés, ils ont fusionné sous forme de groupements et de groupements d'achat. Mais ils ont du mal. Les groupements d'achat aujourd'hui n'arrivent pas à mettre en place de critères de choix, de critères de transition énergétique ou de critères liés au fret. Mais c'est l'aventure de demain, c'est-à-dire qu'à partir de 2021, ça va démarrer, puisqu'aujourd'hui, ils ont pris la conscience et ils ont commencé à scorer ces différents impacts. Donc oui, ça fait partie des grands chantiers de demain. Pour ce qui est de la question qui suit, comment répondre aux freins sur l'hygiène pour revenir en arrière sur l'usage unique? Là, encore une fois, c'est politique. C'est-à-dire que on a, à cause de lobbies extrêmement puissants depuis une dizaine d'années, on a arrêté toute la stérilisation et la désinfection dans les hôpitaux pour passer à l'usage unique, sans jamais avoir fait une quelconque étude de bénéfice-risque. L'Allemagne, les États-Unis ont mis en place ce qu'on appelle le reprocessing. On est capable d'utiliser des dispositifs médicaux, de les renvoyer, de les décomposer, de les stériliser, de les remonter 3 fois. Et ça a un impact très, très important en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que la France, là-dessus, c'est toujours pareil, est aux mains des lobbies et n'a pas d'interlocuteur sur ces sujets-là. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Regardez l'exemple des masques jetables à usage unique. C'est une catastrophe pour notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de privilégier des masques fabriqués en tissu, issus de ressources biosourcées, fabriqués en France avec de la main-d'œuvre française, non.
l'État soutient, privilégie les masques à usage unique et la plupart du temps en provenance de Chine et d'Inde, pour laquelle on n'a aucune garantie de sécurité, aucune garantie de propreté, aucune. Alors qu'il existe une norme AFNOR sur les masques jetables et au lieu d'en faire sur les masques lavables, et au lieu d'en faire la promotion partout, eh bien, on a tendance à faire la promotion uniquement de l'usage unique. Donc, c'est vraiment un problème de culture dans notre pays qui, à mon avis, est dicté par des lobbies extrêmement puissants. Alors, donc il y a encore d'autres questions. Ça continue à arriver, c'est bien. Est-ce que vous avez des idées sur les problématiques carbone de la médecine de ville par rapport aux hôpitaux? Alors, je ne sais pas si cette question vous parle. Très objectivement, la médecine de ville, ça dépend ce qu'on met dans la médecine de ville. Si on met que la médecine libérale, ça dépend comment on définit précisément la médecine de ville. Si c'est l'ensemble des établissements privés également, si telle est la question, oui. En tout cas, en ce qui concerne les médecins libéraux, c'est pas eux qui posent aujourd'hui problème et qui génèrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, par contre, sur la coordination entre les établissements, entre la ville et les établissements, bien sûr, il y a des quantités de déplacements inutiles. Et puis, on l'a vu en période de crise. Quand on a des patients qui sont à Metz hospitalisés et qui partent en TGV à Toulon ou en hélicoptère, on l'a bien vu. Là, c'était une caricature, alors que les établissements sanitaires de la région avaient des lits disponibles. Donc, encore une fois, il n'y a juste pas de politique sur ces sujets-là. Regardez l'exemple de M. Pourret et de la société des TSU. Un exemple comme celui-là qui est connu, parce qu'on a fait plusieurs conférences ensemble, webinars, articles. On n'a jamais été contacté par des régions françaises pour mettre en place la même organisation. Ça montre bien que c'est un problème d'absence de vision et de politique de santé. Alors, on a une grande question. Si vous étiez directeur d'hôpital, comment amorceriez-vous la transition écologique à votre prise de poste? Alors, j'ai été directeur d'établissement de santé pendant 20 ans, donc c'est pas comment je le ferais, c'est comment je l'ai fait. En travaillant sur tous les sujets que je vous ai montrés, avec une priorité sur la politique d'achat, priorité sur le gaspillage alimentaire, priorité sur la provenance des matières premières que l'on achète, priorité sur les produits locaux, bio, de saison que l'on livre. Un établissement de santé, vous savez, c'est en fait assez simple. On s'était donné comme objectif de réduire de 2% par an, 2% par an pendant 10 ans, de 2010 à 2020, c'était la campagne Tout Forten. Et les établissements qui ont suivi les éco-gestes de cette campagne Tout Forten ont atteint plus de 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et il y a plein d'exemples dans le pays. L'exemple de plateformes comme il existe à Toulouse, de plateformes pour générer moins de livraisons à l'échelle d'une ville, eh bien, vous avez des établissements qui ont investi dans une plateforme à l'entrée de la ville et tous les camions arrivent dans cette plateforme et il n'y en a qu'un seul qui fait l'aller-retour plateforme-établissement. Là, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre de 20 à 30% avec une seule décision. La problématique des transports, telle que nous l'avons vu avec M. Pourret, est également très prégnante. Et bien évidemment, pour la consommation d'énergie directe, on a souvent des bâtiments qui sont vieux, anciens et pas assez isolés. Eh bien, l'investissement dans l'isolation, dans les changements de production de chaud et de froid, grâce notamment au certificat d'économie d'énergie, eh bien, ça fait partie des solutions qui sont accessibles à l'ensemble des établissements. La grande difficulté, c'est que les établissements manquent d'expertise sur ces sujets-là et qu'ils n'ont la plupart du temps pas d'interlocuteurs face à eux, encore une fois, dans les agences régionales de santé ou au niveau de l'État. Donc, les actions à mettre en œuvre, elles sont multiples et tous, aujourd'hui, arrivent à les déployer, mais sans assez de soutien et sans assez d'investissement. Donc, oui, c'est possible. Alors là, on revient encore un petit peu, c'est par rapport à votre commentaire de tout à l'heure, je pense, sur les masques à usage unique qu'on promeut. Il y a, on va dire en complément, il y a Maëva qui demande est-ce que des études existent sur cette histoire d'usage unique pour mettre en regard, par exemple, l'impact des tenues à usage unique versus l'utilisation de lessive chimique, de lavage à haute température? Est-ce qu'il y a des études pour ça? Hélas, pas assez. Là, actuellement, on travaille avec des hygiénistes et des infectiologues sur la problématique des masques lavables versus masques jetables. Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'études. Et la question, c'est qui fait les études et qui les finance? C'est toujours pareil. Nous, on vient de faire des études à la demande d'établissements de santé pour réduire l'usage unique. Et là, ce sont les établissements de santé qui nous ont mandatés pour le faire. Mais c'est à la marge. C'est-à-dire que les études dont je vous parle, ce sont des études qui
concerne tel établissement, tel EHPAD, telle clinique ou tel hôpital, et qui n'est pas forcément duplicable quand on est dans une autre région avec d'autres industries à côté. Parce que si on veut prendre en considération l'aspect territorial des établissements, c'est pas forcément du copier-coller. Donc non, très rarement il existe des études là-dessus. Par contre, il y a certaines régions qui commencent à travailler sur l'éco-conception des soins. C'est le cas notamment en PACA. Et donc, s'il y a des établissements en PACA, ils peuvent être aidés par leur agence régionale de santé pour entrer dans des dynamiques d'éco-conception des soins. Donc oui, ça commence, mais ça n'est pas, au risque de me répéter, généralisé, structuré par l'État. Alors, j'ai eu aussi une question qui est plus de la gestion des sujets de décarbonation du secteur de la santé au niveau de l'UE, l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des pays en Europe qui sont plus avancés sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a une coordination au niveau Alors déjà qu'il n'y a pas de européenne? coordination en France, ça serait bien présomptueux de vous dire qu'il y a une coordination en Europe. Donc il y a zéro coordination dans le pays sur le sujet. Voilà. Nous, on a lancé avec le Comité pour le développement durable en santé tout un programme sur la décarbonation de l'hôpital et nous sortirons un rapport pour le gouvernement en mars 2021. On est en train de travailler en 13 sous-groupes en fonction des chapitres que je vous ai montrés. Mais c'est compliqué déjà de le faire à l'échelle de notre pays. Et au niveau européen, il ne se passe juste rien. Tout simplement. Il y a certains pays qui ont fait des efforts, mais aucun pays n'a réussi à mettre en place une stratégie globale. L'Angleterre a fait des efforts parce qu'ils ont réussi à avoir un fonds pour la rénovation énergétique du secteur. Les pays d'Europe du Nord sont plus exemplaires que nous. L'Espagne et la Catalogne, notamment, comme vous avez vu l'hôpital que je vous montrais tout à l'heure de Molette, ont fait des réalisations assez incroyables il y a déjà 10 ou 15 ans. Mais ce qui n'est pas structuré à l'échelle de la France l'est encore moins à l'échelle de l'Europe. Pas de mutualisation des bonnes pratiques en France, rarement de mutualisation des bonnes pratiques à l'échelle de l'Europe. On a sorti un guide sur le sujet parce qu'on est allé voir à l'étranger ce qui s'y passe, mais on n'a pas les moyens de faire une véritable étude. C'est juste la mise en lumière d'une trentaine d'actions exemplaires. Et donc, il n'y a pas de, enfin, pour la question, parce qu'il y a deux aspects dans la question, est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est exemplaire à ce niveau-là, plus que la France? Sur la consommation d'énergie directe, oui, l'Angleterre, avec le système anglais d'hospitalisation, qui a réussi véritablement, parce qu'ils ont commencé dès 2009 à mettre en place un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un plan de réduction des consommations énergétiques. Oui, l'Angleterre a fait des efforts, et la Suède aussi, mais c'est tout. C'est tout. Et il n'y a pas de plateforme d'échange qui soit dûment constituée. Il y a bien sûr des réseaux, des associations, on est tous les uns les autres en réseau, mais il n'y a pas un mouvement européen sur le sujet. Les seuls avec qui j'ai réussi à en parler, c'est l'UEHP, l'Union européenne de l'hospitalisation privée, qui a l'intention d'essayer de faire un recueil des bonnes pratiques à l'échelle de l'Europe sur le sujet. Mais encore une fois, c'est une association avec les moyens qu'elle a, et ça n'est pas quelque chose qui est piloté par l'Europe. D'accord. On a peut-être le temps pour une dernière question, mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que vous avez déjà abordé, les questions qui sont revenues avant, ce qu'on a parlé de qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce que vous feriez si vous étiez directeur d'hôpital. Et maintenant, c'est plus comment convaincre une direction de GH. Alors, excusez-moi, je ne connais pas l'acronyme, mais je vous le dis comme ça, et de s'engager dans le développement durable et dans une réduction de GES. Donc, quels arguments? Alors, j'ai envie de dire, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est mon quotidien. En fait, ça fait 15 ans que je cherche les arguments pour convaincre, parce que nous, c'est notre métier. Donc, globalement, il y a 4 arguments aujourd'hui qui ressortent. Le premier, c'est l'argument financier, bien évidemment, c'est-à-dire qu'investir dans la transition énergétique, dans l'isolation, dans la production de chaud, de froid, eh bien, ça permet demain de générer des économies. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est l'image de marque d'un établissement. Il est évident que des établissements engagés en termes de RSE sont des établissements qui ont une meilleure image de marque, qui enclenche le troisième facteur qui est l'amélioration du recrutement. Et ça, c'est un des points clés, à mon avis, dans les années à venir. C'est-à-dire que les établissements les plus engagés en termes de RSE sont ceux qui arrivent à trouver le plus facilement des collaborateurs ou des médecins qui, ces jeunes générations, sont de plus en plus sensibles à ces thématiques-là. Ça, je pense que c'est vraiment l'argument de demain, sachant qu'il y a beaucoup de régions en France où les établissements n'arrivent plus à recruter. Et le quatrième élément qui est émergent, on vient d'en faire une étude, mais vraiment émergent, peu de monde a la conscience de ce que je vais vous dire, c'est ce que j'appelle la jurisprudence environnementale. On vient de dépioter 10 années de jurisprudence et c'est assez incroyable de voir le nombre de condamnations qui existent aujourd'hui sur tous les sujets de la RSE. Je ne parle pas
que de la problématique de transition énergétique. Je vous parle globalement des impacts générés par le secteur de la santé. On n'a pas la conscience des sanctions et de la jurisprudence, mais c'est en train de fabriquer les réglementations de demain. Donc, je pense qu'avec ces 4 arguments, on peut essayer d'avancer. En revanche, si on n'a pas d'acteurs qui soient engagés sur ces sujets-là à la tête du système, que ce soit à la tête de l'établissement ou à la tête de l'agence régionale de santé ou de son agglomération, il est évident que c'est très compliqué parce qu'il y a une grande part d'engagement personnel dans ces thématiques-là. D'accord. Alors, il nous reste quelques questions qu'on traitera à l'écrit. Donc, vous inquiétez pas, toutes vos questions trouveront une réponse. Mais là, comme il est 11h58, on va passer à la conclusion de cette webconférence. Merci à tous en tout cas pour vos questions. Et merci donc à M. Olivier Thomas et à M. Bruno Pourré pour cette présentation. Merci à vous. Alors, donc, sachez que le replay de cette webconférence sera disponible quasiment immédiatement à la fin de cette webconférence sur le site de la PCC. Vous aurez aussi le support bientôt sur le site de la PCC et vous recevrez par mail d'ici quelques jours les réponses à vos questions ainsi que à nouveau le replay et le support que vous pourrez consulter. Vous avez aussi à la PCC, donc, comme je vous ai dit, c'est la 41e webconférence, donc vous avez de quoi, si vous voulez regarder d'autres webconférences de la PCC. On en a notamment fait une autre avec Primum, je crois qu'il date d'il y a à peu près un an, qui était plus sur le sujet des maladies liées au changement climatique, donc vous pouvez aller voir sur le site de la PCC. Si vous êtes un bureau d'études qui travaille sur ces thématiques-là, vous pouvez nous contacter pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble, éventuellement, donc voir quel serait votre intérêt de nous rejoindre. Donc avec plusieurs thématiques, les groupes de travail, les webconférences comme celle qu'on fait aujourd'hui et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous contacter. À l'inverse, si vous êtes plutôt une structure qui recherche des conseils et de l'accompagnement sur ces thématiques-là, vous pouvez regarder notre annuaire des membres qui est accessible en ligne, où vous pouvez trier par domaine de compétences, par spécialité sectorielle et donc chercher chaussures à votre pied. Et donc voilà, on a terminé, tout pile à midi, c'est parfait. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette webconférence. Merci à tous. Vous allez recevoir un petit questionnaire par mail. Donc si vous pouvez y répondre, ça permet de nous de savoir, d'avoir un retour qualitatif en fait sur cette webconférence. En plus du petit questionnaire très très rapide de Webikeo, c'est complémentaire par mail. Je voulais aussi finir par remercier nos partenaires qui sont l'ADEME et Actu Environnement, en sachant qu'en participant à cette webconférence, vous avez le droit à moins 15% sur un abonnement à Actu Environnement. Donc, vous recevrez le code dans votre boîte mail également. On a terminé. Merci à tous. Donc, à bientôt pour une prochaine webconférence de la PCC. On en a une deuxième demain, pas du tout sur la même thématique, mais sur la mobilité durable. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur le site de la PCC. Et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci.